Donc, nous voici pour un dernier live autour du monde des jouets, de l'enfance, et plus particulièrement pour ce live des clowns, des cirques et des fêtes foraines. Donc, nous sommes avec deux auteurs que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans je crois, les tout premiers lives, qui sont donc Nolwenn Pamart et Gaëtan Réal, qui à cette occasion vous avez parlé de leurs nouvelles. Donc, Nolwenn avait fait une nouvelle autour du cirque et de la magie, et Gaëtan autour des ours en peluche et des sucreries, on peut dire, je pense. Et, euh, et nous attendons donc Erzerd qui va nous rejoindre un peu plus tard pour nous parler de ses illustrations. Donc, lui, pour le coup, vous n'avez pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Il pourra vous parler donc de ses inspirations, donc, sur trois illustrations déjà qui ont été partagées récemment. Donc si vous allez sur la page, la dernière illustration a été partagée aujourd'hui même, donc elle est sur un petit bateau fantôme. Et on voulait faire ce live pour vous parler d'autres thématiques qui sont assez fortes donc, dans l'univers de l'enfance, de l'horreur et puis de notre anthologie, mais qu'on n'avait pas pu encore faire. Et parce que notamment on n'avait pas aussi eu les auteurs puisque tous les auteurs ne sont malheureusement pas disponibles pour ce dernier live. Donc on va vous parler en particulier du clown. Donc je pense que quand on parle des peurs d'enfance, des mondes inquiétants de l'enfance, on a facilement l'image du clown, et je pense que c'est un personnage qui continue d'effrayer quand même, et qui effraie assez instinctivement déjà beaucoup les enfants, notamment parce que sans être spécialement effrayant, on n'aime pas trop que les clowns nous approchent déjà dans un spectacle en général, parce que c'est un personnage imprévisible par excellence. Donc on ne sait pas ce qu'il va faire, et généralement il va mettre mal à l'aise et faire quelque chose d'un peu désagréable, une force qu'on n'a pas forcément envie qu'il nous fasse, et puis un peu devant tout le monde. Donc je pense que c'est un personnage qui amuse, mais tant qu'il n'est pas trop proche de nous. Donc on peut dire que c'est assez facile d'installer un personnage hostile et maléfique à partir de ça. Nolwenn est pas mal donc renseigné sur ce personnage, puisqu'il est essentiellement, il est plutôt apparu dans sa forme que nous connaissons actuellement au XIXe siècle, même si le nom clown pour désigner un personnage comique existe plutôt depuis, on va dire, apparu depuis la seconde moitié du XVIe siècle en Angleterre. Donc je ne sais pas si je te laisse la parole sur cette historique, donc du tout début jusqu'à maintenant. Bah, si tu veux, et puis vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des choses à rajouter. Du coup, oui, le clown, en fait, il a pas mal d'influence, et c'est en effet, il est en effet d'origine anglaise, le clown tel que nous le connaissons. Il faut quand même pas le couper de ses influences plus anciennes européennes, et notamment tous les personnages de paillasse, les Pagliacci, de la Commedia dell'arte, les personnages de bouffons en général, en fait. C'est vraiment un peu la même filiation, et c'est aussi comment ces personnages ont été réinventés dans le monde anglo-saxon, et comment ils sont revenus vers nous. Et en fait, ils sont revenus vers nous à l'occasion des tournées des grands cirques au cours du 19e. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert un petit peu le clown moderne, avec des modalités comiques qui apparaissent. C'est-à-dire qu'au départ, les clowns, ce sont des jeunes palefreniers qu'on mettait entre les spectacles de chevaux, d'animaux, etc. Parce qu'il fallait le temps de changer la piste, de nettoyer la piste, de mettre les cages si les fauves arrivaient, etc. Et donc on envoyait les clowns faire un peu une sorte d'intermède, et souvent ils mimaient en fait de façon ridicule les numéros qui avaient eu lieu avant. Genre ils faisaient comme l'artiste mais en se cassant la figure, etc. Et c'était donc des personnages un peu ridicules. Et plus ça a été, plus en fait les personnages se sont individualisés et ont eu leur propre numéro, avec notamment la distinction entre le clown blanc, qui est un peu le clown dans un bel habit plein de paillettes, avec sa face blanche, autoritaire, et le clown Auguste qui lui va faire tout le temps plein de bêtises, et il faut qu'il y ait le clown blanc pour le réprimander. Et le clown blanc se fait un peu le relais du spectateur qui dit à l'Auguste: non mais en fait tu fais n'importe quoi. Et ce qui permet aussi de rendre
la transgression de l'Auguste plus acceptable, parce que souvent l'Auguste est justement dans la transgression. Et à la fin du 19e, avec notamment le couple de clowns Foutit et Chocolat, on commence à avoir des morceaux parlés. Avant, c'était essentiellement du mime. Pas que, hein, mais il y avait beaucoup, c'était quand même un comique très très gestuel. Et on commence à avoir des clowns un peu plus théâtraux avec des textes, avec des sortes de sketchs. Et le clown sort un peu de l'univers du cirque et on va avoir beaucoup. En fait, le clown, c'est un peu comme les Martines. On va avoir le clown fait ses courses, le clown le clown va en vacances, va en ville balnéaire, et en fait, on va mettre le clown dans des situations de la vie quotidienne qui vont être forcément ridiculisées, etc. Et à partir de ça, on a l'apparition, bien sûr, de plein de formes de clown, notamment le clown musical, avec, par exemple, Grock, qui utilise beaucoup de gags musicaux dans ses numéros. Il y a plein de modalités très, très différentes qui vont apparaître, et le personnage du clown se diversifie au fur et à mesure. Voilà. Mais en tout cas, si le sujet vous intéresse, il y a vraiment un documentaire tourné par Fellini qui s'appelle E-Clowns, qui était vraiment très bien, parce que c'est à la fois un très bel hommage au clown, au sens où pendant tout le documentaire, il met en scène le fait de ne pas réussir à tourner un documentaire sur le clown, parce que c'est un art très très volatile, et donc beaucoup de choses disparaissent, et il y a une transmission très orale de cet art. Donc c'est toujours difficile de savoir un petit peu comment avaient lieu les numéros anciens, etc. On n'en a pas forcément toujours trace. Et à côté de ça, il filme de très beaux moments et des moments très étranges. Et justement, il ouvre le documentaire sur le malaise que lui évoquaient les clowns quand il était petit. Le fait qu'il lui faisait peur parce qu'en fait, il lui faisait penser aux marginaux dans la ville, aux clochards, aux gens qui n'étaient pas très très bien, etc. Et donc, on voit en fait là justement toute cette ambiguïté du clown et en même temps toute sa force transgressive. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, bien sûr. Oui, donc pour un peu clarifier sur l'historique du clown, le clown tel qu'on le connaît donc, porte le nom à la base, donc c'est le clown Auguste, hein, avec son nez rouge et ses habits bariolés et ses cheveux en bataille, on peut dire. C'est un clown assez récent au final, puisque le premier clown qui est apparu, c'est le clown blanc, donc de type un peu Pierrot, hein, si on peut mettre une image dessus, qui est plus sérieux et qui est plus aussi acrobate, hein, enfin, qui rate ses gags, mais qui sait quand même très bien les faire à la base. Il a été complété par le clown au nez rouge vers 1870, donc c'est quand même un clown plutôt récent. Et finalement, ce clown au nez rouge, donc le clown Auguste, a fini par vraiment voler la vedette au clown blanc, qui a quasiment disparu des spectacles aujourd'hui. Quand on pense au clown, on ne pense pas du tout au clown blanc, on pense tout de suite au clown au nez rouge dans l'imaginaire. Donc justement, hein, comme Nolan vient de conclure en parlant donc, de la peur des clowns, il y a toute une dimension assez psychologique au clown, puisque donc, c'est un personnage qui ne s'exprime quasiment pas, voire pas du tout par la parole, et vraiment juste par les mimes, par la gestuelle. Donc il y a tout de suite une dimension beaucoup plus forte et aussi plus imprévisible. Sachant aussi que comme il est très maquillé, on ne peut pas bien voir ses expressions. Et ça aussi, c'est quelque chose qui inquiète. On l'a vu déjà avec les poupées, on est un peu sur le même genre de choses. Ce visage qu'on ne peut pas interpréter. Et en plus, ce personnage qui est imprévisible, qui ne s'exprime que par la gestuelle, va avoir un comportement beaucoup plus animal. Donc il va être beaucoup plus excentrique, excessif, colérique. Et c'est vraiment comme un personnage sans tabou qui ne respecte aucun code de la société. Et de là, un personnage qui ne respecte pas les codes et qui est imprévisible peut facilement entrer dans le cadre de la folie et d'un personnage dangereux. Donc c'est un personnage qui, tant qu'il est dans le cadre du cirque, tout va bien, c'est en contrôle, c'est normal. Par contre, si on imagine ce genre de personnage imprévisible et loufoque dans une rue, en pleine nuit, enfin dans un endroit inattendu, et bien tout de suite c'est anormal, c'est très inquiétant, et on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il peut tout faire. Et là, le fait de pouvoir tout faire hors de la piste, ça commence à devenir très très peu rassurant. Donc on a vraiment une phobie très forte qui peut apparaître chez les clowns.
on appelle la coulrophobie. Donc là, c'est vraiment quand on a extrêmement peur du clown, hein, sinon c'est juste une petite inquiétude comme ça. Et l'image vraiment du clown maléfique, elle a vraiment pris une importance forte aux États-Unis dans les années 60, si je ne me trompe pas, avec le tueur en série John Wayne Gacy, qui a été surnommé le clown tueur, parce que en fait, à l'origine, c'était un homme un peu perturbé qui se déguisait en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux et les anniversaires. Donc, quand vous voyez cette image-là, ça vient quand même d'un fait réel, d'un vrai tueur en série qui avait cette habitude-là et qui, une fois emprisonné d'ailleurs, a passé son temps de manière obsessionnelle à faire des portraits de clowns. Donc, je pense que tout le cinéma d'horreur, enfin, tous les clowns qu'on voit dans le cinéma d'horreur sont beaucoup, beaucoup inspirés de ce personnage. Et la peur des clowns a vraiment, c'est vraiment, je pense, comment dire, enfin, être vraiment son point culminant avec lui. Enfin, malheureusement, à cause de lui. Donc, évidemment, hein, le clown le plus populaire du cinéma d'horreur, c'est Gripsou de Stephen King. Donc, en fait, j'ai regardé sur une liste de cinéma d'horreur et la liste de clowns qu'on rencontre dans les films d'horreur est énorme, mais la plupart des films sont vraiment des films des années. Ça commence à exploser dans les années 80, mais c'est quand même beaucoup des films qui ont l'air d'être des films de série Z qui ne sont pas devenus très célèbres, mais en tout cas, c'est un personnage extrêmement récurrent de ce genre de cinéma. Donc, autre genre de clown célèbre, hein, on a aussi évidemment le Joker de Batman qui s'inspire énormément de cette figure-là et qui d'ailleurs a tout un arsenal hein, qui se déguise en clown pour commettre des crimes. Donc voilà, on a tout un personnage maléfique, soit démoniaque, soit qui est un vrai criminel qui se déguise sous le masque d'un clown. Euh, je vais laisser la parole à Gaëtan, qui a peut-être quelques références de clown ou d'autres choses à ajouter sur le sujet. Et alors là, c'est sûr que c'est difficile d'ajouter de la plus-value, mais, mais donc oui, enfin, pour rebondir sur ce que tu as dit, Barbara, pour moi, effectivement, le clown, c'est effectivement la transgression, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles, et du coup, c'est vrai on a vachement de mal à le cadrer, à savoir ce qu'il va faire, et notamment enfin, notamment les enfants, enfin, ils se construisent, on va dire, par l'imitation de leurs parents, de leurs amis, etc. Et donc, ils se construisent un espèce de cadre. Et enfin, voir quelqu'un qui dynamite en fait le cadre, après, on ne sait plus comment réagir. Et, et voilà, et donc pareil, pour rebondir encore une fois sur ce que tu as dit tout à l'heure, le clown, il est vachement maquillé, il ne ressemble pas vraiment presque un humain, il n'arrête pas de s'agiter. Et c'est vrai qu'il est très exubérant. Enfin bref, il y a de quoi être assez inquiet. Je sais que quand j'étais petite, ça me perturbait énormément de voir des clowns au sens où c'était des adultes qui se comportaient comme des enfants. Et voilà, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et du coup, ils ne savent pas comment réagir. Et du coup, enfin, soi-même, quand on est confronté, on va dire, à l'incertitude, à l'inconnu, le réflexe naturel, c'est un peu de s'inquiéter, quoi. Voilà. Bon, après, niveau référence, donc effectivement, comme tu l'as dit, ça, c'est un peu la référence standard. Le Joker, c'est pareil. Et quelque part, je dirais que le personnage du clown, ou enfin en tout cas l'acteur, enfin celui qui se cache sous le déguisement du clown, on va dire que c'est un bon terreau à problème. Parce que en gros, ce gars-là, il se grime, tout le monde se fout de sa gueule, entre guillemets. Et donc, il passe son temps à se faire embêter. Et peut-être qu'à un moment, en fait, le gars, il va complètement péter un plomb et se dire, bon, bah, ok, tous ces gens-là qui se sont moqués de moi, bah, je vais finir par me venger. Et peut-être qu'on a tous un peu ça en tête aussi, à se dire, bon, bah, là, peut-être qu'on a un petit peu abusé, faudrait peut-être être un petit peu plus gentil avec lui, quoi. Donc, la crainte du retour de bâton.
C'est complètement au centre de l'intrigue d'un film muet qui s'appelle Celui qui est tout le temps giflé, He Who Gets Slapped. Le clown, en fait, c'est l'histoire d'un grand scientifique qui tombe un petit peu. Enfin, c'est une histoire d'une déchéance. Il devient clown et le numéro consiste à le gifler une centaine de fois tous les soirs. Et le clown est joué par Lon Chaney, qui est un grand artiste, enfin un grand acteur qui est très connu pour ses maquillages et ses maquillages horrifiques. Il a notamment fait aussi le fantôme de l'opéra. Donc dans les films muets, et si vous ne connaissez pas Lon Chaney, ça vaut le coup d'aller regarder parce que même aujourd'hui ses photos sont perturbantes. C'est un des grands précurseurs du maquillage effets spéciaux de cinéma à l'époque. Oui, Mais de fait, c'est le He Who Gets Slapped. Au bout d'un moment, évidemment, à force de se faire gifler tous les soirs, il pète un petit peu un câble. Oui, parce qu'il y a deux types de clowns inquiétants, justement. Je vois que ça a été même dit donc, dans les commentaires. On a le clown de triste et le clown maléfique. Donc le clown triste qui subit finalement les farces ou qui n'arrive pas à faire rire, ça dépend, qui peut évoluer en clown maléfique ou qui est parfois juste maléfique sans avoir d'historique. Donc on a un peu les deux images. Notamment en ajoutant que le clown, c'est un acteur de toute façon, mais il fait semblant de faire n'importe quoi, mais même dans les tours, il maîtrise parfaitement ce qu'il fait. Il fait vraiment semblant, mais c'est un vrai acrobate, c'est un vrai jongleur, etc., qui réussit à faire croire qu'il est mauvais. Et à partir de là, quelqu'un qui se déguise en clown, on peut imaginer aussi qu'il peut faire croire qu'il est sympathique alors qu'il est mauvais. On ne sait pas, on est dans le maquillage, on est dans le paraître. Donc il y a ça aussi autour de ce personnage. Ouais. Gaëtan, je crois que tu Oui, non, mais non, sens, c'est un petit peu difficile d'enchaîner, mais effectivement, oui, donc, il est, on va dire que le clown, effectivement, en gros, c'est un peu comme s'il se cachait, hein, c'est comme s'il avait un masque, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Et pour rebondir, effectivement, ça se trouve, en fait, c'est quelqu'un qui a de très grandes compétences, et en fait, il est obligé de se rabaisser en fait pour faire le job, quoi. pour séduire, dans tous Voilà, les c'est sens ça. du terme, soit séduire un public, soit séduire des victimes, ça dépend du clown. Viens chez moi, je suis gentil. Il y a ça aussi. Et oui, après, sinon, je pensais à quelque chose. C'est vrai que le clown, c'est aussi un peu, quelque part, c'est un peu comme un personnage de dessin animé dans la vraie vie. C'est-à-dire que il a plein d'accessoires, il sort des trucs de ses poches, ça paraît de n'importe où. Et, et je repense à ce qui existe en vieux dessin animé là dans les années 60, les dessins animés américains là en noir et blanc. Et c'est vrai que quand on regarde ce genre de choses maintenant, ça peut aussi avoir un aspect un peu inquiétant. C'est-à-dire que les personnages, des fois, ils sont vraiment, ils sont presque trop méchants entre eux. Il y a des enclumes qui leur tombent sur la gueule et quelque part, en fait, il y a on ne sait pas vraiment si c'est vraiment humoristique ou si c'est juste un espèce de défouloir pour exprimer en fait ses pulsions, quoi. Et, et quelque part, il y a aussi pareil pour l'histoire du carnaval, en fait. À la base, bon, je pense que là, l'historienne qui nous accompagne pourrait peut-être en dire plus, mais en gros, le carnaval, Mardi Gras, etc., c'était à la base, oui, une fête où on pouvait faire un petit peu ce qu'on veut. Et fatalement, quand on peut faire ce qu'on veut, s'il n'y a plus de cadre, ça peut dérailler, quoi. Je vois qu'Elarza nous a rejoint. Je ne sais pas s'il nous entend, s'il nous voit, donc on va le J'entends laisser. très bien. Oui, Salut à tous. Voilà, par contre, vous Salut. ne le voyez pas a priori. oui, Pas voilà. encore. Et ben Bah, voilà, on te voit. ça y est. Donc c'est très bien, on était en train de, on était toujours sur la thématique du clown, puis on t'attendait pour clore cette thématique, puisque D'accord. Elsa il choisit donc parmi les illustrations possibles de s'occuper du clown, et pour le coup de nous faire vraiment une interprétation d'un clown maléfique. Donc on a vu un peu l'historique du clown, et on te lance tout de suite, puisque tu viens d'arriver, sur tes inspirations pour ton dessin, ce que tu voulais vraiment montrer du clown, ce qui t'a attiré dans ce personnage pour l'illustrer. Alors, bonjour à tous déjà.
Bonjour. Voilà, ravi de vous rejoindre, un peu de retard, je suis désolé. La thématique du clown. Le clown, c'est un personnage que je trouve très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, enfin, je ne connais pas très, très bien toutes les origines du personnage, mais c'est un personnage qui, d'abord, a un maquillage forcé à la base, puisque le sourire du clown est dessiné. Donc, ce que je trouve intéressant, déjà, du fait qu'un sourire puisse être dessiné, c'est que il ne donne pas la réalité de l'intention du personnage. Donc, on peut avoir quelqu'un qui a un sourire dessiné et bienveillant, qui va servir un peu de masque, en fait, à des intentions beaucoup moins louables. Alors, je ne dis pas que tous les clowns sont maléfiques, mais que ça peut donner cette dualité, en fait, entre ce que ça prête à voir et ce que ça peut cacher. Donc, l'idée du personnage, alors, la thématique du clown qui sort du carrousel, etc., on en avait parlé ensemble, Barbara, je me souviens. Oui. Moi, c'était plutôt l'idée du clown un peu ressort, en fait, voilà, dans les boîtes un peu à surprise, là, on remonte, et puis il y a une espèce de mécanisme qui s'enclenche, il y a un ressort, le truc surgit. Et d'en faire un monstre, en fait, c'était cette idée-là, c'était à la fois la surprise. Alors moi, j'ai une culture qui est une culture un peu de cinéma d'horreur, etc. Donc il y a ce côté très imprégné du jump scare, en fait. Jump scare, c'est le saut qu'on fait quand on a peur dans un film sur un son bruyant ou sur une apparition subite à l'écran. On a ce sursaut. Donc c'était un peu cette idée-là. Et puis l'idée aussi d'un personnage qui a priori devrait être plutôt sympathique, bienveillant, amener le rire par des blagues. Parce que le clown, souvent, c'est drôle, mais c'est très visuel. C'est de la blague à la peau de banane, quoi. C'est la fleur. D'ailleurs, je crois que j'ai mis sur le dessin qui va jeter un jet d'eau. Ça va être voilà, les grandes chaussures, etc. Et en même temps, quelque chose qui est derrière le clown, que j'ai essayé de retranscrire avec notamment les griffes qui sortent des gants, comme un personnage qui se transforme un peu et qui, en fait, alors c'est compliqué à rendre, mais l'idée, c'est dans la boîte, c'est le clown, et plus il se rapproche, et plus ça va nous sauter dessus, et ça va nous attraper et peut-être nous dévorer. C'était cette idée-là. Après, voilà, je puise dans mon imaginaire et puis dans ma culture à la fois littéraire, cinématographique. Donc, c'est malheureusement la thématique du clown, ça revient très facilement. On pense à Stephen King avec ça, mais on peut penser aussi le thème du clown zombie, etc. C'est un truc qui est récurrent dans les films de série B, série Z. Donc voilà, je puise. Ouais, je l'ai mentionné, il y a une liste énorme de films de série B, série Z où on croise des clowns. C'est vraiment un personnage très très fréquent dans ce genre cinématographique. Ouais, plus Z souvent d'ailleurs. Oui, oui. C'est rigolo. Donc, merci. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Gaëtan? Oui, enfin, il y a juste un petit truc qui me vient en tête, c'est que effectivement, le clown, enfin, le rire et l'horreur, c'est une alliance un petit peu contre nature, et enfin, ce qui fait que ça fait un peu partie des comment dire, des personnages un peu emblématiques. C'est un peu comme la fillette tueuse ou quoi. C'est quelque chose qui nous choque un peu, qui deviennent emblématiques, et après, bah voilà, tu as des modes, c'est repompé à l'infini, quoi. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que le rire peut être très nerveux en fait, ça peut être très défensif. Enfin, on a ça, notamment le cinéma d'horreur par exemple peut amener ça. Je redresse un peu la caméra parce que j'ai ma tablette qui glisse. Peut amener ça, c'est-à-dire on peut avoir ce rire amené par une situation qui va nous embarrasser. Enfin, le fait d'avoir peur, c'est pas une émotion facile à assumer en fait. On peut avoir peur pour des vraies raisons, des raisons de réel danger, mais oui, il y a encore l'ado en moi qui est très très vivant, là, qui s'agite tout le temps et qui peut faire un peu le Fangio quand il sort du cinéma, dire oh j'ai pas eu peur, alors qu'en fait il y a des moments où on est accroché au fauteuil, on a tout arraché parce que vraiment on est crispé tellement. Voilà, et je trouve que le rire dans le cinéma d'horreur a un côté un petit peu salvateur. Parfois on préfère en rire qu'en avoir réellement peur, quoi.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, par exemple, dans le lancement du théâtre du Grand Guignol, on avait des alternances de pièces vraiment terrifiantes et de pièces vraiment sombres, mais très comiques, très ironiques. Et en fait, les pièces, elles étaient souvent alternées. Il y avait une pièce vraiment dure et une pièce un peu plus marrante, une pièce vraiment vénère avec du sang qui gicle partout, et une pièce toujours avec très grinçante, mais beaucoup plus marrante. Et ça permettait justement au public de souffler, parce que si on n'est que sur de l'horreur tout le temps. Bon, déjà, sans être dans l'horreur tout le temps, les gens tombaient déjà dans les pommes. Mais sinon, si tout le public tombe dans les pommes, on n'a plus de public, ça marche plus. Tu as raison là-dessus. Nolwenn, je me permets de te tutoyer. Oui, vas-y. Tu as raison là-dessus parce que dans le cinéma gore, notamment, le cinéma gore n'est jamais aussi réussi que quand il est drôle. Je pense à Evil Dead 2, par exemple, de Sam Raimi. Je pense à Brain Dead de Peter Jackson. Les films qui, c'est du gore rigolo, en fait. Le gore fonctionne très bien quand c'est drôle, fonctionne beaucoup moins bien quand il est très sérieux et que c'est du giclage gratuit. Il faut qu'il y ait ce côté qui est emprunté au Grand Guignol, qui est du second degré, en fait. Oui. D'ailleurs, on avait eu un peu aussi cette discussion avec Gaëtan, puisque il a, justement par rapport à sa nouvelle, ça permet de rebondir dessus, c'est qu'il a écrit une nouvelle qui est plutôt loufoque, on va dire, plutôt dans le genre slasher. Enfin, il y a plusieurs genres dans l'horreur, hein, comme on en a discuté. Il y a le genre d'horreur où on essaye de faire un film vraiment inquiétant, vraiment angoissant, où il y a pas de place pour l'humour. Donc, ça peut être, quand c'est complètement raté, c'est drôle malgré soi, mais des fois, c'est aussi très réussi et ça met vraiment très mal à l'aise et ça joue avec les nerfs. Et on a d'un autre côté le film d'horreur plutôt slasher où là, justement, Gaëtan, sa nouvelle fait référence un peu à Destination Finale où ce qui se passe est horrible, mais en même temps, la manière dont les morts se passent est tellement improbable, tellement ridicule, qu'on est partagé entre le dégoût et le rire malgré tout. Et ça joue, enfin, nous-mêmes, on joue un peu avec nous. Enfin, ce genre de film permet quand même de dédramatiser la mort, etc. C'est plutôt des films qui font du bien que des films qui mettent mal finalement, même si ça nous montre des choses terribles. C'est un peu un jeu. En fait, c'est des jeux d'enfants, en fait. Hein. On aime se faire peur parce que tant qu'on fait semblant d'avoir peur, on n'est pas en danger, en fait. Mm. Voilà. Là, on est réellement en danger, c'est quand on fait plus semblant. Et là, c'est plus drôle. Et, ça, Donc, et le côté de faire des morts peu réalistes, par exemple, enfin, dans le côté exagéré, excentrique, hein, un peu finalement, comme le personnage du clown qui lui-même est excentrique, ça permet de ne pas être vraiment dans le réalisme. Donc même si ce qui se passe est horrible, on sait que ça ne peut pas arriver, en tout cas pas de cette manière. Et du coup, ça nous fait plus vraiment peur, même si on n'aimerait pas que ça nous arrive, et même si on peut être désolé quand même pour le personnage. c'est ça qui est intéressant, le cinéma d'horreur. Enfin, moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. C'est souvent comme ça que je le défends. Beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait qu'on puisse aimer ce type d'œuvre picturale, je vais le dire comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas pour de vrai. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nolwenn, sur le Grand Guignol. C'est que c'est pour de faux. Parce que c'est ça qui fonctionne en fait. Parce que effectivement, je suis pas quelqu'un. Et puis je pense que les gens qui aiment le cinéma d'horreur en général ou la littérature d'horreur sont pas des gens qui prennent plaisir à l'horreur réaliste. Parce que ça, on est tous d'accord pour dire que, à part si on était de grands malades, voilà, c'est pas drôle, quoi. Ce qui est intéressant, c'est le côté du faire semblant, en fait. C'est un peu comme les enfants dans la cour de récréation qui jouent au cow-boy et qui font semblant d'être morts. Enfin, on fait semblant, et tant qu'on fait semblant, c'est qu'on est toujours en vie et qu'il ne nous arrivera rien. Donc, voilà, c'est ce côté-là qui est chouette dans ce genre-là. Enfin, moi, j'apprécie dans ce genre-là. C'est se dire qu'on a le confort de pouvoir s'en amuser. Parce que Ouais, si on était dans un contexte plus difficile, genre un contexte de guerre, etc., là, on n'aurait pas ce confort-là. Je pense qu'on bien peut le sûr. dire aussi, puisque de toute façon, dans les pays qui sont en réelle difficulté, voilà, on ne va pas leur parler de films d'horreur, il n'y a aucun intérêt pour eux. Non, et puis Ouais. je crois que enfin, il y avait un réalisateur, je ne sais plus lequel, donc je vais le paraphraser sans le citer, qui disait que de toute façon, le cinéma n'arrivera jamais à la hauteur de l'horreur au réel, en fait. On ne peut pas rendre quelque chose de très réaliste au cinéma parce que l'horreur dépasse ça, c'est indicible.
Donc, tant qu'on arrive à le montrer en image et que c'est du faire semblant, c'est pas grave. Enfin, on voit que c'est pas pour de vrai. Gaëtan, si tu veux te prononcer sur ta nouvelle, sur comment tu as géré justement. Oui, alors oui, donc pour rebondir là-dessus, moi c'est clair que je suis parti sur un truc complètement parodique. Effectivement, inspiré, on va dire, des slashers, notamment Destination Finale, où on va dire qu'on a des personnages qui passent les uns après les autres, mais de façon ridicule ou disproportionnée. Et en fait, bon, initialement, moi, c'est vrai que cette nouvelle, je m'étais dit, bon, je vais peut-être essayer de faire un truc sérieux. Et puis, en fait, moi, les trucs sérieux, j'ai du mal, quoi. Donc, et en plus, comme l'horreur, moi, ça a tendance à me faire un peu peur. J'ai décidé de partir dans un truc complètement délirant où je prends les choses à la rigolade. Mais bon, ce qui est toujours quand même intéressant, de mon point de vue, c'est de partir sur quelque chose où ça va être de la dérision, mais quelque part, peut-être derrière, on se dit, ah ouais, mais peut-être qu'en fait, quelque part, c'est un peu sérieux, quoi. Donc, voilà. Après, je sais pas exactement ce que je pourrais rajouter, mais donc voilà, si vous avez trop peur dans les nouvelles des autres, lisez la mienne. Là, au moins, vous pourrez vous coucher, éteindre la lumière, il n'y a pas de problème. Par contre, après, plus tard, peut-être que vous n'aurez plus envie de manger de sucreries. Ça peut être pas mal aussi. Manger de sucreries. Ah oui. Voilà. Donc, si vous avez envie de perdre du poids, voilà, lisez ma nouvelle. Voilà. Si ça, c'est pas un argument de vente, je sais pas ce que c'est. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'en tant que directrice d'anthologie et puis aussi des éditions, j'apprécie aussi, comme disait Nolwenn, avoir des nouvelles où le ton n'est pas toujours le même. Donc, on va avoir des nouvelles qui vont être dans un ton assez sérieux et horrifique, et d'autres qui vont être dans un ton beaucoup plus amusant. Et c'est bien de varier et aussi de montrer qu'il y a différentes manières de se faire peur, qu'on peut avoir vraiment peur, qu'on peut s'en amuser. Il y a aussi des fois dans les anthologies des nouvelles qui vont être plus dans de la poésie, donc plus dans du frisson léger. Enfin, on a un peu de tout, et puis c'est très bien comme ça parce qu'il y en a à la fois pour tous les goûts et puis puis même quand on préfère un genre, on aime toujours quand même, pas avoir un trop plein, pas avoir une surcharge. Et juste oui, pour finir, une dernière référence sur ce côté un petit peu déjanté. Au-delà effectivement des Shaun of the Dead, etc., qui partent dans du gore, mais on va dire parodique. Moi, je pense qu'il y a une grande référence, c'est Gremlins aussi. Donc, je pense qu'on l'a tous vu, où en fait, quelque part, on a des passages qui, effectivement, quand on est petit, qui sont quand même très flippants, notamment quand les gremlins se transforment, etc. Et à côté de ça, on a des passages qui sont aussi assez loufoques. Pour moi, l'exemple emblématique, c'est quand, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, la vieille dame là, qui est acariâtre, qui râle sur tout le monde, se fait défenestrer parce que les gremlins sont, je sais pas, je crois, ils ont piraté, ils ont endommagé son monte-escalier ou je sais pas quoi, et ça, même quand on est petit, ça fait rire déjà. Et donc, ça revient aussi un petit peu à ce que tu disais, Nolwenn, tout à l'heure sur l'histoire du Grand Guignol, etc. C'est-à-dire que dans ce film, on a un peu une alternance entre ces scènes qui sont un peu loufoques et d'autres qui sont vachement plus dures, quoi. Et puis il y a le côté justement défouloir qu'on peut voir dans certains films, comme dans ce cas-là, c'est comme on est dans du genre plutôt horreur, ça permet aussi de tuer certains personnages, de rendre des personnages détestables. Ça, Donc, on tue les méchants. on tue est les méchants. content, même si la mort c'est pas rigolo, mais en soi, voilà, on a rendu le personnage tellement agaçant que sa mort devient un soulagement qui provoque même un éclat de rire. On voit dans les films qui mélangent horreur et humour, justement. Dans les films d'horreur, de toute façon, il y a la victime idéale. Souvent, c'est la deuxième, c'est la blonde qui s'est tapé tout le groupe. À peu près. Souvent, c'est la deuxième ou troisième victime, c'est sûr. Il y a d'ailleurs eu des essais sur le fait que le slasher représente
et exprime d'une façon très cathartique finalement tous les éléments de la culture américaine en fait, et le côté moralisme puritain, etc. Et qu'en fait, ce sont des façons métaphoriques souvent de remettre et de distribuer aussi les points selon les personnages, et ce qui fait qu'on va à la fois avoir les slashers qui rentrent complètement là-dedans, et ceux qui vont aussi parodier ça et remettre en question ça. Et c'est toujours intéressant de voir ce qu'on fait dire finalement à des histoires qui sont très proches les unes des autres, et quelle est l'intention et la façon de faire du réalisateur derrière. Enfin, c'est assez intéressant ce jeu ambigu en fait finalement entre punition et punition symbolique et sauvetage aussi symbolique qui survit à la fin, et comment les réalisateurs vont chacun se positionner par rapport à ce cadre, à ce modèle. Le slasher, c'est un genre qui est assez singulier dans le cinéma d'horreur. Enfin, à mon avis, on arrivera difficilement à concurrencer des John Carpenter ou des réalisateurs comme ça. Wes Craven, je pense à Scream, par exemple, qui est un coup de maître. Parce que ils ont réussi, alors ce que tu disais tout à l'heure, Gaëtan, ils ont réussi à distiller de l'humour ou en tout cas des clins d'œil, des choses comme ça, dans un truc qui, au final, n'est pas drôle du tout, quoi. C'est un bel hommage, c'est une belle synthèse, le Scream de tous les films qui ont été faits à l'époque. Je pense qu'il les a bien digérés, il a fait une synthèse assez maîtrisée au final pour tout amateur de films de genre qui a toutes les références pour bien apprécier. Et après, ça relance la machine. Voilà. Ouais, et après, voilà. C'est vrai, hein, c'est dans le cinéma d'horreur souvent qu'on retrouve les plus grandes critiques sociales. Enfin, Romero, par exemple, avec. On va faire la cour de cinéma, mais Romero, par exemple, avec La Nuit des Morts Vivants ou alors Zombie, puisque Zombie, c'est une critique de celui qui se passe dans le supermarché, une critique de l'Amérique ultra consommatrice. Enfin, c'est souvent dans le cinéma de genre et dans le cinéma dit un petit peu parallèle underground qu'on va trouver les plus grosses critiques sociales, en fait. Et celles qui touchent le plus facilement juste. Et du coup, oui, c'est vrai que ça rejoint un peu, parce que souvent, parler des clowns qui sont quand même des personnages récurrents, notamment dans des films un peu plus loufoques et des slashers, justement, c'est pas... à part ça, évidemment, il n'y a pas de film vraiment sérieux avec des clowns, quand même. C'est plus des films avec de l'entre-deux. On va les croiser justement, donc ils s'y prêtent bien. Et d'ailleurs, pour élargir sur la thématique, le clown, c'est un personnage qu'on rencontre dans les fêtes foraines et les cirques. Donc on est encore dans ce côté où quand il y a de l'horreur dans ce genre de décors, c'est souvent aussi un peu loufoque. Enfin, c'est des décors récurrents, mais pas forcément pour des films, on va dire, horreur vraiment sérieux, mais qui sont quand même souvent sanglants. Donc je sais pas si Nolan, tu voulais revenir un peu sur le cirque, sur la fête foraine, peut-être faire un peu la place que ça a pris jusqu'au film d'horreur ou Clown maudit. Alors en fait, c'est toujours un petit peu la même chose. Oui, ouais. Je parlais tout début du live de l'arrivée du clown avec les grands cirques itinérants fin 19e. En fait, les grands cirques itinérants, ça a commencé vraiment. Bon, bien sûr, pareil, avant, il y a déjà des spectacles avec de l'acrobatie, il y a déjà vraiment des compagnies itinérantes qui passent de ville en ville, notamment lors des foires, en fait, les grandes foires commerciales. Il va y avoir des compagnies qui montent des tréteaux, font du théâtre itinérant, on en voit. Et puis évidemment, il y a aussi les théâtres en dur, avec des compagnies qui font pas que. Il y a du théâtre, mais il y a aussi de la pantomime, de la danse, des acrobaties, etc. Le cirque tel qu'on le connaît, c'est pareil, ça arrive par l'Angleterre et par les États-Unis d'Amérique fin 19e, avec des grandes compagnies qui vont commencer à tourner. Et en France, il y a vraiment, par exemple, un très grand impact de la des premières tournées de Buffalo Bill au 19e, avec les chevaux, avec les problématiques des natifs qu'on a amenés pour faire des spectacles, et avec tout le côté problématique que ça comporte, évidemment, avec des remises en scène, cow-boys versus indiens, etc. Les clowns qui allaient avec, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a ce modèle avec à la fois du dressage d'animaux, à l'époque beaucoup de chevaux, notamment. C'était pas encore
Enfin, il y avait déjà des animaux exotiques au niveau notamment quelques fauves, enfin des fauves, etc. Mais il y avait beaucoup d'acrobatie et de dressage de chevaux. Donc les fauves, des clowns, de l'acrobatie, vraiment les numéros tels qu'on les connaît, hein, les bars, les trapézistes, etc. Et en fait, c'est vraiment un spectacle qui a une fortune très importante pendant toute la première moitié du XXe siècle, avec des compagnies itinérantes parfois assez colossales, parce qu'en fait, on s'imagine assez peu aujourd'hui. On voit le cirque avec le petit chapiteau, la petite ménagerie à côté, et encore, on sait que la ménagerie s'est amenée à évoluer, puisque la France réfléchit à une interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants. Donc, on est vraiment sur. Et puis, on a aussi toute la mouvance du nouveau cirque aujourd'hui. Hein. C'est vraiment un art qui est toujours vivant et qui se remet en question et qui crée de nouvelles choses. Enfin, si vous avez l'occasion d'aller voir du nouveau cirque, allez voir, c'est vraiment très très intéressant. Et résultat, à l'époque, on a vraiment des compagnies énormes avec vraiment des animaux imposants et même au niveau de référence, par exemple, quand on imagine le dessin animé Dumbo de Disney avec cet énorme train, les éléphants, etc., on n'est pas loin de la réalité en fait. On a vraiment des, trucs assez énormes et on imagine ce que c'était de bouger tout ça, de monter les chapiteaux. Souvent, il y a une fête foraine autour. C'est d'ailleurs le décor de ma nouvelle, en fait, un cirque comme ça. Je me suis inspirée pour ma part du cirque Amar, qui est un cirque qui est né en Algérie et qui a ensuite beaucoup tourné en France et en Europe en général, mais qui est un très très grand cirque qui s'était construit sur la notoriété du gérant Ahmed Ama et ses 3 fils, présentés à l'époque comme les plus jeunes dresseurs du monde, qui dressaient des fauves et c'est vraiment une petite troupe qui, par agrégation, au fur et à mesure, est devenue un truc assez énorme. Et c'est un cirque qui existe toujours, hein, qui a été racheté, qui a changé de nom, etc. Mais si vous allez sur la page, c'est un cirque qui existe toujours. Et c'était vraiment un des très grands cirques des années 30. Voilà. Je ne sais pas si... Voilà, effectivement, un essor un peu des fêtes foraines, des clowns, des cirques, c'est les années 20, les années 30. Et après les années 50, ça a commencé à perdre de vitesse pour devenir quelque chose de plus associé déjà à l'enfance et aux classes populaires. Donc, mais il y a eu vraiment, dans la première moitié du XXe siècle, un phénomène à chaque fois que les cirques arrivaient en ville, c'était vraiment un phénomène pour toute la ville. Tout le monde devait en être, tout le monde Toutes devait... les classes sociales, c'était pas du tout boudé par les classes sociales supérieures notamment. Et par exemple, Jean de Tinan, c'est l'auteur sur lequel qui m'avait inspiré pour une nouvelle dans l'anthologie précédente, a inauguré au Mercure de France. Donc c'est une revue littéraire d'avant-garde, très sérieuse, etc. Il a inauguré une chronique qui s'appelait Les cirques cabaret concerts. Et la chronique des cirques arrivait dans les pages de revues d'avant-garde très légitime, lu par l'intelligentsia parisienne. Je me fais une réflexion, Nolwenn, mais peut-être tu me corrigeras, parce que tu as l'air assez calé sur le sujet. Je pense qu'il y a un aspect aussi, on parlait du clown tout à l'heure, qui peut être inquiétant dans le clown, c'est que je pense que les cirques aussi, à leur début, tu le disais très bien, c'était très itinérant. On pouvait facilement les Allez y accuser venir, justement. Donc, parfait. de rap, de vol, en fait. Et le personnage du clown a à la fois ce côté un peu rassurant pour les enfants, parce que c'est de l'humour assez facile, etc. C'est plutôt à destination des enfants. Qui peut être le personnage qui va inspirer confiance très facilement. Enfin, donc ça va être le personnage aussi. Donc peut-être il faut se méfier finalement. Enfin, c'est celui qui va offrir des bonbons, qui peut enlever l'enfant. Je pense à l'univers de Stephen King dans ça, mais c'est un peu ce personnage-là qui s'approche facilement par cet aspect du clown. Oui, et puis pour rester sur l'itinérance, etc., c'est aussi l'étranger qui peut arriver en ville, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, et puis en plus, il cache son visage. Alors, comment lui faire confiance? C'est ça, c'est justement, en général, sur le côté cirque et fêtes foraines peuvent être associés aux films d'horreur. On a rarement un film d'horreur complet qui va se dérouler dans ce genre de décor, mais ça peut être le point de départ par contre, parce qu'effectivement, on a des personnages itinérants,
avec des allures particulières, des capacités aussi particulières, hein, parce qu'on a le clown, mais dans les foires et fêtes foraines, cirques, on va croiser, on a vu avec Nolwenn, hein, des magiciens, des personnages genre, par exemple de Diseuse de Bonne Aventure, que des personnages un peu étranges que la ville ne connaît pas, et Marginaux, en fait. quand on des marginaux et qui peuvent du coup avoir une influence négative sur les habitants de la ville, qui peuvent avoir aussi un pouvoir sur les enfants, puisque du coup ils vont venir vers ces personnages, ils vont être fascinés par leur spectacle et puis après ils vont disparaître. Donc on peut imaginer toutes sortes de choses avec un personnage qui débarque en ville par un cirque. Et voilà, donc ça peut être le point de départ de plusieurs histoires. Et, euh, et donc voilà, vraiment ce côté aussi extravagant, chatoyant, donc très attractif, hein, dans les cirques et les fêtes foraines, justement, on parle de sucreries, c'est aussi l'univers des bonbons. Il y a beaucoup de tentations finalement avec le côté éphémère. Donc plus c'est éphémère, plus on est peut-être aussi tenté d'y succomber. Avec ce C'est un peu des côté pourvoyeurs de surcharge monstres. sensorielle, quand on arrive, on est pris par les odeurs, etc. À la fois les odeurs des stands de nourriture, les odeurs des ménageries quand on est dans le cirque, le sable, tous les tissus, etc. Les personnes, les maquillages, l'odeur de poudre de riz à l'époque, etc. Et aujourd'hui encore, la fête foraine, c'est un moment de la surcharge sensorielle. On arrive, il y a du bruit partout, des lumières qui clignotent, des couleurs à n'en plus finir. C'est quelque chose qui est assez impactant, ne serait-ce que cognitivement parlant. Alors ça, c'est marrant, ça me refait penser à l'idée du clown, il y a une vitrine en fait très chatoyante, etc., qui peut cacher une misère en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Que tu évoquais tout à l'heure, Barbara, ça me fait aussi penser au cirque pourvoyeur de monstres. Enfin, je pense par exemple à Frix de Tob Tout à fait. j'allais dire Tob Hooper, c'est pas Tob Hooper, c'est bon, le nom du réalisateur m'échappe. Les spectateurs sauront retrouver le film des années 30. C'est Todd Browning pour Browning. Merci, Todd Browning, tout à fait. Ou alors à Elephant Man aussi de David Lynch, où effectivement le cirque, c'est l'endroit des marginaux et aussi finalement, des personnes que la société va vraiment rejeter et va avoir en horreur, donc va pouvoir finalement les exhiber. Enfin, donc il y a aussi cet aspect un peu effrayant du monstre qui pourrait s'échapper du cirque en fait. Ou qui pourrait en vouloir à la société finalement, puisqu'il est dans le cirque ou dans la fête foraine parce qu'il est marginal. Donc on avait parlé un peu avec juste avant des clowns tristes qui peuvent se venger de devoir faire les guignols pour gagner leur vie. On peut être dans cette thématique-là avec d'autres genres de personnages de forains ou de personnages de cirque justement. Oui, et puis même au-delà des personnages, typiquement, voilà, un spectacle de lions ou de tigres dans un cirque, c'est très sympa quand les lions et les tigres ils sont là, le dompteur gère, mais s'ils sautent dans les gradins, tout de suite, on rigole un peu moins, quoi. Donc, et du coup, quelque part, ce que tu disais tout à l'heure, Barbara, c'est quand le clown il sort du chapiteau et qu'il est dans un endroit où il ne devrait pas être, c'est jamais forcément très bon signe. Sachant d'ailleurs qu'on en avait parlé dans un live précédent, justement au 19e siècle, les gens allaient notamment dans les cirques et les spectacles de domptage dans l'espoir que les dompteurs se fassent dévorer. Il y avait beaucoup plus d'accidents à l'époque, donc on n'est pas loin. Mais les gens voulaient vraiment voir ça. Il y a de très belles unes de dessins de dompteurs attaqués par leurs animaux dans le petit journal, dans tous les journaux populaires. Il y a des dessins très expressifs de ces accidents. On sent que ça intéresse un petit peu le public, en effet. C'est vrai que de toute façon, les unes du petit journal, c'est toujours assez délirant. Je me souviens d'une que j'avais vue, c'était ah oui, aujourd'hui, un vautour a volé un bébé. Enfin bon, c'est. C'est un peu spectaculaire. Oui, c'était le buzz, hein, le buzz C'est avant ça, l'heure. c'est le buzz. C'est le buzz. D'ailleurs, on parle des couleurs chatoyantes des cirques, etc. À la base, justement, les couleurs choisies pour ce genre d'événement, de spectacle, étaient des couleurs qui n'allaient pas ensemble, qui juraient ensemble. Donc, on n'est pas fait pour être dans l'harmonie, on est fait pour être vraiment pour casser les codes à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'attitude, mais aussi du visuel. Alors ça, c'est marrant ce que tu dis parce que
Moi, je fais le rapprochement, mais c'est vrai, hein, je pense à l'association Rouge-Vert, par exemple, qui est une association qui était, on en parlait tout à l'heure, qui a été réutilisée par Wes Craven pour Freddy. Le pull de Freddy est rouge et vert parce que ce sont des couleurs qui ne s'associent pas, donc qui vont créer un malaise, en fait. Aussi Et, le vert et le violet pour le Joker, par exemple. par exemple, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est pas étonnant dans ce sens-là que tous les artistes, les peintres un peu expérimentaux, fin 19e, début 20e, peignent énormément de scènes de cirque parce qu'on n'est pas loin bientôt du fauvisme et de l'usage de la couleur qui n'est plus un usage réaliste de la couleur. On est dans une forme d'expressionnisme, on va exprimer un sentiment plutôt que la réalité. Et il y a plein d'artistes fin 19e assez avant-gardistes, de Toulouse-Lautrec à Seurat, etc., qui vont adorer peindre des scènes de cirque et en se peignent beaucoup. Et c'est exactement pour ça, en fait. C'est parce qu'on a ce bariolage des couleurs qui est inspirant et permet de justement sortir d'un cadre d'une représentation réaliste assez sage, en fait. C'est jamais très équilibré, hein, un cirque au niveau de ses couleurs, enfin, ou les fêtes foraines, etc. Hein. Tu le disais tout à l'heure, c'est très surchargé, c'est pas très harmonieux, c'est très brut, en fait, au niveau de la réception. C'est très sonore, c'est très lumineux, c'est très coloré, mais c'est pas très harmonieux. C'est pour ça que justement, on est dans des univers qui, pour conclure un peu, hein, qui cassent les codes et qui laissent toutes les choses possibles arriver, les bonnes comme les moins bonnes, mais en tout cas, forcément, c'est tout de suite un univers auquel on pense quand on pense à des films d'horreur associés un peu à l'enfance ou au côté loufoque. Et d'ailleurs, pour revenir même à notre anthologie, hein, la couverture d'Étrange Enfance est violette et est inspirée par l'univers du cirque, hein, justement. Donc, on est effectivement dans ce côté-là. Je pense que faut vraiment remercier l'illustratrice pour le travail qu'elle a fait, qui rend vraiment très bien ce côté à la fois bariolé, à la fois presque sonore, avec tous ces personnages, toute cette affluence. Et évidemment, l'univers du cirque, hein, qui de toute façon fascine tous les enfants et a fasciné aussi beaucoup d'œuvres de fiction. Du coup, on va doucement conclure puisqu'on arrive à presque 1 heure de live. Donc, je vous remercie beaucoup tous les trois. C'était très intéressant pour donc ce dernier live. Il reste 1 semaine avant la fin de la campagne Ulule. Donc, il y a encore temps de réserver son livre et puis d'essayer de faire en sorte d'avoir le plus beau livre possible. Donc, on espère atteindre le socle des 150% pour vous offrir une belle couverture avec du vernis sélectif. Donc, on continue donc, toute la semaine à vous parler de la future anthologie. On aura de nouvelles illustrations à vous montrer donc, prochainement. Donc, je pense que LRZ travaille encore sur quelques illustrations. Il y en a une qui est arrivée plus tôt que prévu. Oui. Je ne sais pas si tu l'as déjà publiée, mais elle devait arriver vendredi et elle est arrivée hier, non? Donc, celle du bateau, c'est ça? Celle du bateau, ouais. Ouais, j'ai déjà partagé du coup Okay. dans la foulée en annonçant le live. Donc, le bateau fantôme. Il y en aura une prochaine qui sera plus mignonne. On m'a demandé que ce soit un peu plus mignon maintenant. Oui, parce que. Après, c'est du bateau, elle est bien. Ouais. Moi, j'aime bien. Ah non, elle est super. Donc, celle du bateau qui. Un peu torturé des fois. Alors, heureusement qu'il y a une éditrice qui dit oh là 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 là, stop, c'est du mignon, c'est du mignon. Non, c'est-à-dire que je voulais vraiment pour l'anthologie quelque chose qui soit entre les deux, comme on en a parlé aussi, entre le côté gore et humour. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, on a 3 illustrations qui sont super, mais on va dire qu'elles sont plutôt effrayantes. Donc, si on peut avoir des côtés un peu moins effrayants pour vraiment dans le ton de l'anthologie qui est vraiment en 2 teintes, le côté horrifique et à la fois aussi le côté fête foraine, on s'amuse, c'est mignon. Et on mélange les deux en même temps et puis ça fait Étrange Enfance. C'est ça. Voilà. Donc, c'est mignon, mais pas trop. C'est plein de sucreries. Pardon, tu as dit, je crois que... Pardon, tu as dit Ah, pardon, j'ai dit que les 2 prochaines te plairaient, Gaëtan, parce qu'elles seront pleines de sucreries. Ah non, justement, ça va pas me plaire. Hein. Ça va me faire peur.
Ça dépend. C'est vrai que dans l'anthologie, on a 2 nouvelles sur les sucreries et c'est pas trop une bonne idée. C'est vraiment. C'est On toujours mange des plaisir carottes. à l'illustrateur Si qui est vous plein de voulez bonnes intentions. maigrir, si vous voulez être traumatisé des sucreries et considérer avec méfiance la prochaine fois que vous en avez devant vous, achetez l'anthologie, ça va être efficace. C'est ça. Clairement. Bon, là, le problème, c'est qu'en fait, elle sort, c'est que l'anthologie va sortir pour les fêtes de fin d'année. Ça aurait été mieux si elle était sortie genre au printemps, comme ça, au moins, quand on arrive sur la plage, là, on a déjà le corps de rêve et tout, on n'a pas pris de poids, quoi. Mais bon, c'est pas mal aussi. Je ne sais pas comment c'est prévu, Barbara, mais si, peut-être préciser aussi que les personnes qui ont l'anthologie via Ulule auront des belles dédicaces, Ah oui. j'imagine. Ah, voilà, c'est des ouvrages qui sont à chaque fois dédicacés avec plaisir. Donc, si ça peut Voilà. vous convaincre. Comme vous avez pu voir, si vous remontez dans l'historique, sur Belle Époque, on avait toujours des dédicaces et c'est vrai qu'Elerzerd nous fait presque à chaque fois des visuels complets qui pourraient être directement dans l'anthologie. Donc ça fait vraiment une œuvre unique dédicacée par des illustrateurs qui nous font déjà de superbes illustrations à Ah l'intérieur. ouais, les collègues sont très doués aussi, faut le dire. Non, vraiment. Moi, j'ai grand plaisir à travailler avec ces anthologies-là, donc merci aussi. On a également grand plaisir de découvrir ton talent à chaque nouvelle illustration. Donc, je pense que la semaine à venir nous réserve beaucoup de surprises. J'ai d'ailleurs resté connectée sur la page des éditions parce que je viens de recevoir une illustration de Claire Tardieu qui sera publiée demain ou après-demain. Donc, très bientôt. En tout cas, on reste actif et dynamique. Et puis, on va vous préparer pendant tout l'été la plus belle anthologie possible. Donc, merci beaucoup à Nolwenn, Gaëtan et Elerzerd pour leur présence. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Contribuez, sinon le clown vient vous chercher. Hein. Il veille. C'est ça. Il est derrière. Il est derrière. Oui, c'est pas faux. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.